Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série de notre série de formation qui s'appelle Débancarisez-vous. Alors, lors de l'épisode 1, j'ai beaucoup parlé du système financier, de la crise de 2008. C'était un épisode très lourd, hein, 1 heure de visionnage. Désolé pour ceux pour qui c'était un peu long, mais les 4 autres épisodes qui arrivent vont être plus courts, je vous rassure. Alors, on va garder le même fonctionnement, c'est-à-dire que vous avez cette vidéo qui est disponible sur mon blog, hein, cryptoparadise.consulting. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dessus en allant poster tout simplement un commentaire. Ça permettra d'être interactif et aux autres internautes de voir les questions et mes réponses. Mais vous pouvez aussi directement me contacter en privé si vous le préférez. Je vous répondrai quoi qu'il arrive. Voilà, alors on va passer au vif du sujet. Donc on a conclu l'épisode dernier par, je dirais, le fait que nous avions dans nos poches des monnaies qui perdaient de leur valeur régulièrement pour tendre de façon mathématique vers zéro. Donc ce qui explique dans ces valeurs-là, dans ces prix-là, une hausse de la plupart des actifs qui nous entourent, que ce soit de l'immobilier, que ce soit les marchés financiers, les actions, les obligations. Nous avons un intervenant sur les marchés obligataires notamment, mais maintenant même sur les marchés actions qui sont les banques centrales de façon quasi infinie. Donc ça explique évidemment la hausse ininterrompue de tous ces actifs. Donc, danger pour votre épargne. Aujourd'hui, garder de l'argent fiduciaire basé sur rien, n'ayant aucune valeur intrinsèque dans une banque, c'est se risquer à voir son épargne diminuer graduellement, mais de manière certaine dans la durée. Alors, les atouts, les propriétés d'une bonne monnaie, il y en a deux principales. C'est d'être un bon système, permettre un bon système d'échange. Bon, ça, il n'y a pas à dire, hein, les billets de banque, les pièces le permettent. Mais d'être également un bon système de protection de la valeur. Et ça, c'est pas du tout le cas avec ces monnaies-là. Puisque ça ne préserve pas la valeur de ce que vous avez. Je reprends l'exemple que j'ai pris la dernière fois. Si vous enterrez dans votre jardin un billet de 100 euros et que vous le déterrez dans 20 ans, ou vos enfants le déterrent dans 20 ans, vous êtes certain qu'ils n'auront pas du tout le même pouvoir d'achat. Bon, donc il est impossible, aujourd'hui on va parler du sujet dans notre épisode 2 qui est le vif du sujet, puisque c'est l'arrivée du Bitcoin par Satoshi Nakamoto. Alors, avant de parler du Bitcoin, on ne peut pas ne pas parler de l'or. Le rôle de l'or est très important dans la vie des hommes, des êtres humains depuis des milliers d'années, et l'a été, comme je vous l'ai expliqué là aussi la dernière fois, dans notre système financier, puisqu'il était la valeur intrinsèque ultime derrière tous les billets de banque jusqu'en 1971. C'est seulement depuis 1971, donc depuis une cinquantaine d'années, que l'or n'a plus aucun rôle directement monétaire. Néanmoins, l'or, ça ne vous a pas échappé, a pris énormément de valeur dans les 20 dernières années. Et grosso modo, depuis les années 2000, il n'a cessé de monter. Alors, il a cessé de monter, toujours, évidemment, en dollars, en euros, en yens, bref, puisqu'on le valorise dans nos monnaies qui, en fait, elles, ne cessent de baisser. Donc la vérité, c'est que l'or, c'est toujours de l'or. Quand vous avez un gramme d'or, vous avez un gramme d'or. C'est pas que ça change. Par contre, ce qui change, c'est le prix. Et donc, en fait, nous avons... en regardant le prix de l'or, une véritable photographie de ce qu'est l'inflation réelle. La fameuse qu'on essaye un petit peu de nous cacher, comme je vous l'expliquais là aussi la dernière fois. Mais la véritable inflation, vous commencez à la percevoir lorsque vous regardez le prix de l'or. Et là, vous vous dites, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe
L'or, si vous voulez, il a une particularité qui est quand même extraordinaire, c'est que en termes de système d'échange, bon, ça fonctionne, hein, si vous avez des petites pièces d'or, des grosses pièces d'or, vous êtes capable de vous en servir pour échanger. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que en termes de préserver la valeur, ça fonctionne très bien. Si vous enterrez une pièce d'or dans votre jardin, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants pourront s'en servir. C'est quasi certain que les hommes y trouveront toujours une valeur. Et ils pourront s'en servir. Il est très intéressant de voir, il y a eu des études assez amusantes qui ont été faites sur le prix d'un beau costume à plusieurs époques depuis la nuit des temps. Donc on constate que par exemple à l'époque de Jésus-Christ, un beau costume de l'époque coûtait environ une pièce d'or. En 1500, un beau costume coûtait une pièce d'or. Une pièce d'or, disons, je sais pas moi, de 3 grammes, 4 grammes, hein, on se fiche de savoir combien. Mais si vous prenez la même quantité d'or, vous achetiez un beau costume donc à l'époque de Jésus, en 1500, en 1900, en 1950 et aujourd'hui. C'est toujours pareil. Donc vous voyez comme l'or permet de préserver la valeur. Alors pourquoi? Très simplement parce que l'or, c'est un actif qui n'est pas manipulable par des gouvernements. Vous ne pouvez pas en imprimer de l'or. L'or, c'est un métal. Alors évidemment, on en trouve chaque année. Il est utilisé pour la bijouterie, donc il a quelques utilités dans la vie, je dirais, économique. Hein. Il est même utilisé, il y a quelques, vous allez retrouver même un peu d'or dans de la technologie. Hein. Je crois qu'il y en a dans nos téléphones portables. Mais il a quand même une énorme valeur puisqu'il est conservé par des gens qui se protègent ainsi de l'inflation de la monnaie. Et les banques centrales, même si l'or n'a pas de valeur monétaire, toutes les banques centrales dans le monde ont pas mal d'or dans leurs caisses. Hein. On sait qu'aux États-Unis, il y a plusieurs tonnes d'or dans les caisses américaines, la France en a, l'Allemagne en a. D'ailleurs, l'Allemagne a fait rapatrier son or qui était gardé aux États-Unis. Ils ont fait ça il y a plusieurs années. Ça a fait un immense tollé, mais les Américains n'ont pas eu d'autre choix que de leur rendre. Ils n'ont pas pu leur rendre tout de suite, d'ailleurs. Il leur a fallu du temps pour le rendre, ce qui a fait se poser beaucoup de questions sur la réalité de ce que les Américains ont réellement comme or dans leur caisse. Est-ce que ce qu'ils annoncent avoir correspond réellement à ce qu'ils ont? Mais là encore, on dévie. C'est des sujets qui sont absolument fascinants. Tout ce qui s'est passé sur l'or depuis une vingtaine d'années est absolument fascinant. Je vous mettrai quelques liens. Il y a eu des énormes soupçons de grosses manipulations sur les marchés de l'or. Alors, comment ils ont fait? C'est assez simple. Hein. L'or physique, c'est pas lui qui était échangé sur les marchés. Comme vous vous en doutez, on a créé des produits dérivés. Donc, sur les marchés, vous pouviez acheter des futurs sur l'or. Vous pouvez acheter donc des contrats qui correspondent à des promesses de livraison d'or à certaines dates. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien. Hein, tous ces produits financiers ont une énorme utilité. Donc, c'est pas du tout. Le but n'est pas de dire qu'il faut jeter tous ces produits à la poubelle, pas du tout. Mais ils ont permis des très sérieuses manipulations. Et il y a eu plus que des soupçons de manipulation d'ailleurs. Et un groupe de gens ont été très sérieux sur le sujet. Ça s'appelle GATA. C'est Gold Antitrust Action Committee, si je ne m'abuse. Je vous mettrai le lien. Ils ont fait un énorme boulot de recherche sur ce qui s'est passé. Et il y a quand même eu des cas. Hein. Il y a un gars qui s'appelle Maguire qui a été, je crois, on a attenté à sa vie. Je me demande d'ailleurs s'il n'a pas été assassiné. Et qui travaillait chez JP Morgan de mémoire. Et qui a été un peu un whistleblower et qui avait alerté sur ce qui se passait sur ces marchés-là. Bref. Là encore, on diverge un peu, mais c'est très important d'avoir ça en tête. L'or a été, sans aucun doute, fortement, le prix de l'or a été maintenu de façon artificielle le plus bas possible pour empêcher l'or d'exploser à la hausse. Pourtant, ce qu'il a fait entre 2000 et 2009, puisqu'on est passé
environ 250-300 dollars une once d'or. Euh, on était à 1900 et quelques dollars en 2009. Alors entre 2009 et aujourd'hui, l'or a baissé. Il s'est stabilisé aux alentours de 1200-1300 dollars. Et depuis maintenant 6 mois, il remonte très fort, hein, puisque là, on doit être à l'heure où je parle, on doit être aux alentours de 1600 dollars une once. Voilà. Donc, euh, donc l'or a été un moyen, et est un moyen encore aujourd'hui, hein, de se protéger contre la chute et la perte de valeur des monnaies fiduciaires. Donc avoir de l'or est quelque chose qui est quand même intéressant pour beaucoup de gens. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que l'or a des particularités qui sont intéressantes. L'or, on en trouve chaque année, donc il a une petite inflation, hein, il y a chaque année un peu plus d'or sur Terre. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que s'échanger l'or, d'abord en avoir physiquement, c'est pas simple, parce que soit vous l'avez chez vous, et puis là vous êtes quand même face à des risques très importants de, de vol par exemple. Stocker de l'or chez soi, c'est pas évident, donc vous allez le cacher. Ensuite, de se promener avec de l'or sur soi, si on décide d'en faire une monnaie d'échange, là aussi, ça devient quand même un peu dangereux. Donc, on comprend très vite le besoin finalement de garder l'or quelque part et puis d'avoir du papier à la place. Voilà, donc c'est quelque chose de très intéressant, l'or, mais il a quand même des défauts qui sont liés au fait que c'est un métal, que c'est facile, que c'est difficilement stockable, c'est dangereux de l'avoir sur soi. Donc il a ce genre, il a quand même quelques défauts pour, je dirais, une utilisation de tous les jours. Même si ça a été le cas, hein, on a eu des époques, il y a bien longtemps, où il y avait des pièces d'or, hein, mais bon, ça a finalement été rapidement remplacé par du papier. Alors, à la suite donc on va revenir à nos moutons, hein, puisqu'à la suite, on va garder l'or en tête, l'or comme valeur de refuge. Mais à la suite de la crise de 2008, et par rapport à tout ce que je vous ai expliqué dans l'épisode 1, donc on s'est retrouvé finalement avec sous les yeux des événements qui nous ont laissé un peu bouche bée, parce qu'on voyait effectivement ce qu'on a appelé la crise systémique, c'est-à-dire que le système en place était vraiment peut-être à deux doigts de s'écrouler. Quand on dit le système en place, ça veut dire le système dollar. Est-ce que le dollar allait disparaître, vraiment partir à zéro cette fois-ci très rapidement, remplacé par quoi? Quel est-il advenir de notre vie économique, de nos épargnes, les entreprises, etc. Alors, de manière concomitante et de façon absolument magique, en septembre 2008 est apparu un white paper, comme on appelle. Vous savez, le white paper, c'est finalement le terme, le papier blanc, c'est le terme qu'on emploie pour toutes les startups lorsqu'elles lancent une nouvelle idée. Elles lancent la nouvelle idée avec un white paper qui explique leur concept, hein, c'est-à-dire le problème qu'elles ont identifié et les solutions les solutions que ces startups pensent pouvoir mettre en place pour corriger le problème. Euh, donc le white paper du Bitcoin, lui, le problème qu'il a identifié, c'est qu'il y avait un gros défaut dans le système monétaire mondial. Et la solution, c'était donc cette chose qui s'appelait le Bitcoin, inventé par un certain Satoshi Nakamoto. Alors, on va laisser tomber de se poser la question, parce que ça pourrait durer des heures. Qui est Satoshi Nakamoto? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Est-ce un groupe? Est-ce un pays? On n'en sait rien, personne n'en sait rien. Sachez que le Satoshi Nakamoto a totalement disparu, si je ne me trompe, aux alentours de, je crois que son dernier email était aux alentours de 2012 ou 2013, reçu par un de ceux qui étaient parmi les premiers, et puis disparu. Donc bon,
Donc ça, c'est un peu le côté mystérieux, c'est magique d'ailleurs, hein, c'est assez extraordinaire parce que ça rend évidemment tout ça, il y a un petit côté mystique derrière. En tout cas, 2008 apparaît ce white paper et puis qui explique alors ce qu'est ce nouveau protocole qui serait donc mieux que les monnaies, qui est là clairement pour corriger les défauts constatés par le système monétaire mondial. Hein, c'est écrit noir sur blanc dans le white paper. Hein. Alors, j'ai pas lu le white paper, pour tout vous dire, et je pense d'ailleurs que dans la communauté même des grands spécialistes du Bitcoin, hein, il y en a beaucoup. Je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui aient lu le white paper en entier. Non, parce que c'est très technique, mais évidemment, certains l'ont lu. D'ailleurs, je pense que ceux qui l'ont lu en 2008 sont ceux qui étaient techniquement d'ailleurs au niveau pour le comprendre, et qui certainement ont été les précurseurs, et ceux qui ont été bien malins, c'est ceux qui en ont pris à l'époque, c'est-à-dire qui ont participé au protocole. Hein. Il ne s'agit pas d'en acheter, puisqu'à l'époque, le Bitcoin ne s'achetait pas. Hein. Il fallait mettre son ordinateur, installer un logiciel, et se mettre finalement à miner du Bitcoin pour commencer à en créer, et à participer au système. Alors, donc le white paper avait réellement écrit noir sur blanc qu'il s'agissait de donner une alternative au système financier en place. Donc là, c'est merveilleux. Donc c'est venu, je dirais, pile poil au moment où il fallait. Alors, qu'est-ce que c'était que ce Bitcoin? Je vais essayer de l'expliquer simplement. C'est finalement ce qu'expliquait le white paper, c'est que le Bitcoin était donc une entité digitale, c'est-à-dire une unité, si vous voulez, hein, divisible en 100 millionièmes, c'est-à-dire qu'un bitcoin, vous pouvez aller jusqu'à 8 zéros après la virgule. Hein, vous pouvez avoir 0,0001. Donc 100 millionièmes de bitcoin. Ce qu'on a très vite appelé des satoshi, d'ailleurs. Hein. Donc un 100 millionième de bitcoin, c'est un satoshi. Donc, bon, une unité digitale, ok, super, c'est un peu comme un jeu, qui peut être échangé entre des participants. Bon. Alors, là où c'est intéressant et où je dirais probablement les premiers qui ont lu ce white paper ont dû se dire, tiens, c'est pas mal, c'est que ça permettait cet échange, mais en fait, il y avait un protocole derrière, un logiciel open source hein, que tout le monde pouvait lire et qui empêchait de répliquer les opérations. C'est-à-dire que dès lors qu'un bitcoin ou une fraction de bitcoin était échangée entre deux personnes, il était impossible de répliquer cette transaction. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle était écrite, elle était inviolable. Alors comment on est parvenu à ça? C'est que contrairement à tout ce qui se faisait avant, où vous aviez des transactions qui allaient être écrites sur un serveur, qui ensuite pouvaient être peut-être corrompues, etc. Là, l'idée extraordinaire de Satoshi Nakamoto, c'est de faire que toutes les transactions sont écrites sur tous les ordinateurs qui participent au réseau et qui, à un moment donné, vont constituer, chaque transaction va être écrite et va constituer un bloc. Et un bloc qui donc est une sorte de validation de la transaction acceptée par les ordinateurs participants au réseau, est écrit et devient inviolable puisqu'il est distribué sur tous les ordinateurs à la fois. Il n'est pas sur un serveur. Donc vous ne pouvez plus l'altérer. Et puis, bloc après bloc, environ toutes les 10 minutes, un nouveau bloc de transaction est écrit, et vous avez tous ces blocs qui s'enchaînent, ce qui crée une chaîne de blocs, hein, ce qui donc a donné le nom à la blockchain. Cette chaîne de blocs, je vais essayer de vous l'expliquer en vous donnant un exemple que vous connaissez tous, et encore une fois, hein, je ne suis pas un technicien. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, certainement des techniciens diront c'est un peu flou, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Alors moi ce que je vous donne c'est l'idée et la façon dont ça fonctionne, et j'essaie de le transcrire dans le langage de tous les jours. Maintenant, si vous êtes vraiment intéressé par la technique, donc moi aussi j'ai vu des vidéos qui expliquaient ça de façon plus technique. Alors moi je ne suis pas informaticien, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Je vous mettrai des liens.
Mais voilà, vous avez compris. Moi, ce que je vais vous donner là maintenant, c'est un exemple pour que vous compreniez exactement comment ça marche. Alors, vous connaissez tous Excel. Et ben vous vous souvenez certainement qu'à une époque pas si lointaine, si on travaillait entre collaborateurs et qu'on avait un document Excel à s'échanger, qu'est-ce qui se passait? Bon, moi je travaille sur le document Excel, et puis j'ai un collaborateur qui est à distance et qui a lui aussi à travailler sur ce même document. Donc je vais lui envoyer ce document par mail, hein. Euh, il va faire ces changements sur ce document. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que moi j'ai mon document ancienne version, et lui, il a le document nouvelle version qu'il a transformé. Donc quand il va me le renvoyer, je vais avoir moi deux documents, c'est-à-dire que je vais avoir le sien qu'il a transformé, mais si on a un troisième collaborateur qui veut savoir où est-ce qu'on en est, vous voyez qu'on se retrouve, alors je ne vous dis pas s'il y en a 10, on se retrouve très rapidement dans un énorme risque de confusion. C'est-à-dire que si j'envoie moi un document un petit peu avant que mon collègue B l'ait transformé à un collègue C, le collègue C risque de se retrouver avec une version qui n'est pas exactement la même que le collègue B m'aura envoyé. Bon bref, je vous passe les détails, vous avez compris le micmac possible. Et il était à l'époque, et je m'en souviens puisque j'ai travaillé longtemps dans les années 2000, entre 2000 et 2007, je travaillais de cette façon-là, c'était souvent une source d'erreur, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais les bonnes versions, hein. On s'assurait toujours, ok, on envoyait des mails à tout le monde pour dire est-ce qu'on peut envoyer la bonne version du dernier document Excel qu'on a mis, que ce soit Excel ou autre chose d'ailleurs. Alors, est apparu, Google a inventé Google Sheets et Google Doc, que vous connaissez tous aujourd'hui, enfin certainement, peut-être pas tous, mais je pense, qui est une version Google, mais qui est en ligne. C'est sur Google, hein. Quand vous ouvrez Google Sheets, vous travaillez sur un document qui est en ligne. Alors, la blockchain, c'est un petit peu la même chose, et vous allez comprendre pourquoi. La différence avec le système précédent, c'est que grâce à Google Sheets, si on est 10 collaborateurs, moi, je vais ouvrir le Google Sheets, et en l'ouvrant, puisque c'est en ligne, j'ai immédiatement la version la plus récente, qui a été modifiée peut-être il y a 5 minutes, peut-être il y a 2 jours, par le dernier collègue qui l'a touché. J'ai même écrit sur Google Sheets les différentes dates qui ont été travaillées avec ceux qui ont modifié le document. Donc moi, si je l'ouvre, je vais pouvoir rajouter mon grain de sel dans ce document, l'enregistrer, et pof, immédiatement, le suivant de mes collègues qui va ouvrir ce document aura la dernière version, celle que moi j'ai apporté mon grain de sel, celle qui a été modifiée. Alors là, on est dans un système, alors évidemment, Google Sheets, il y a des gens qui ont le droit de modifier, d'autres qui sont juste habilités en lecture seule, mais là n'est pas la question. La question est de bien comprendre que la blockchain, finalement, ce qu'a inventé Satoshi Nakamoto, c'est quelque chose d'à peu près équivalent. C'est pour vous donner l'idée qui est derrière, c'est qu'avec la blockchain, on est face à un système où il est impossible de revenir en arrière et de violer les dernières validations. Donc chaque validation se fait, tout est distribué sur tous les ordinateurs participants, et vous avez quelque chose qui devient de facto inviolable, en tout cas sur le papier, hein, qui est inviolable sur le papier. Alors, comment ça fonctionnait cette blockchain, c'est que chaque transaction, je vous l'ai dit, c'était toutes les 10 minutes, et les ordinateurs qui participaient aux transactions sont mis en réseau, téléchargent, alors j'ai le souvenir d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai moi-même découvert le Bitcoin, ça devait être vers 2010, où j'ai découvert ce truc-là, je ne sais plus comment, mais je me souviens avoir installé ce petit logiciel qui était censé me faire miner des bitcoins. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai malheureusement fait tourner ça pendant probablement une demi-journée. Ça, à l'époque, j'avais une connexion Internet qui était minable. On ne pouvait plus téléphoner à la maison. Bon, bref, du coup, j'ai arrêté ça. J'ai dit, OK, bon, ça m'a amusé. Par contre, j'avais plus ou moins saisi, pas de manière assez pointue, parce que sinon, c'est clair que j'aurais continué. Mais j'avais saisi quand même qu'il y avait quelque chose d'assez magnifique d'avoir réussi à trouver peut-être un système qui permettait de s'échanger quelque chose sans que ce soit de la monnaie, et surtout que ça devienne indépendant de tout gouvernement et de toute banque. C'est un système d'échange en dehors de toute banque qui est juste basé sur les mathématiques, sur un algorithme qui est inviolable.
et qui fait que vous avez un système totalement sécurisé et impossible à altérer par aucune entité gouvernementale, bancaire, quelle qu'elle soit. Alors, le système était qu'à chaque transaction qui est validée par des ordinateurs, pour récompenser les ordinateurs qui participent au réseau, chaque transaction à la création du Bitcoin, il y avait une récompense qui était donnée à celui. Alors c'est comme vous avez, si vous voulez, un problème mathématique à résoudre, un problème mathématique très complexe à résoudre. Et à chaque fois que les ordinateurs mettent à la disposition du réseau leur travail pour résoudre ce problème mathématique, le premier ordinateur qui le résout se voit récompensé de 50 bitcoins. C'est comme ça que ça a démarré. Donc, il y avait mis en ligne un certain nombre de bitcoins, et à chaque fois qu'une ligne, un bloc était créé, 50 bitcoins étaient donnés comme récompense et donc créés. C'est dans le logiciel. Donc là, effectivement, on a un système qui est inflationniste, puisque 50 bitcoins toutes les 10 minutes sont créés pour récompenser les ordinateurs qui participent au réseau et qui permettent de résoudre les problèmes et de créer à chaque fois, ces nouveaux blocs qui viennent s'empiler les uns aux autres pour créer cette chaîne de blocs. Voilà comment fonctionne le système. Ça, c'était sur le white paper. Et donc, il a été annoncé que le 3 janvier 2009, le premier bloc serait créé. C'est exactement ce qui s'est passé. Le 3 janvier 2009, donc il y a maintenant 10 ans et quelques, nous avons fêté les 10 ans du premier bloc le 3 janvier 2019. Donc le 3 janvier 2009, le premier bloc du Bitcoin a été créé. Alors là, c'est historique. Pour moi, probablement ça restera dans l'histoire comme le jour où les hommes se sont dotés pour la première fois de leur histoire d'une monnaie absolument saine, d'une monnaie dont vous connaissez parfaitement l'évolution à l'avance, inviolable. Alors, le inviolable, qui était au départ quelque chose de théorique, je peux vous dire que depuis 10 ans que le Bitcoin existe, vous imaginez le nombre de hackers qui ont tenté de corrompre ce système-là. Personne n'y est jamais parvenu, jamais. Alors aujourd'hui, là encore, je vais faire une digression. Aujourd'hui, on vous parle des ordinateurs quantiques qui permettraient de venir hacker et détruire le système cryptographique du Bitcoin. Mais on n'y est pas, on en est loin. Et puis très clairement, le Bitcoin est aussi doté d'une gouvernance interne qui fait que lorsqu'une majorité de gens qui participent au réseau peuvent très bien, et l'ont déjà fait, font évoluer le protocole du Bitcoin. Donc lorsque les ordinateurs quantiques apparaîtront, vous pouvez être certain qu'apparaîtra aussi une véritable évolution dans la cryptographie et donc qui permettra de protéger le Bitcoin contre ce genre d'attaque. Bon, là encore, je ne suis pas un spécialiste technique. Il y a énormément de choses à lire sur ce sujet-là. Voilà, mais en dehors de cette histoire d'ordinateurs quantiques, qui sont aujourd'hui les seules choses qu'on peut lire qui font un petit peu peur sur le Bitcoin, en dehors de ça, le Bitcoin n'a jamais été dans une situation où il était mis à mal. Il fonctionne parfaitement depuis donc le 3 janvier 2009. Alors, il y a ce qu'on appelle le halving, qui est quelque chose qui arrive à peu près tous les 4 ans. À peu près, pourquoi à peu près? Parce que c'est en fonction du nombre de transactions qu'il y a eu dans une certaine période. Alors, c'est à peu près tous les 4 ans. Vous avez les récompenses qui ont démarré à 50 bitcoins à chaque fois qu'un bloc était créé, sont divisées par 2. C'est-à-dire qu'elles sont passées à 25 bitcoins, c'était aux alentours de 2012, où on a eu le premier halving. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez le cours du Bitcoin, alors on va parler du cours après, vous avez un deuxième halving, on est passé à 12 bitcoins et demi par bloc de récompense aux alentours de 2016, et on a un halving qui est prévu là dans 3 semaines, un mois, aux alentours du mois de mai,
Donc c'est un événement très important dans la communauté et qui fera passer chaque récompense pour la création d'un bloc à 6,25 Bitcoin. Alors, on va rapidement aborder la question du prix maintenant parce que c'est important de comprendre comment tout ça a démarré. Au départ, le Bitcoin, ce n'était qu'un signal informatique, donc une unité qu'on a appelée Bitcoin, mais qui n'avait aucune valeur. Hein, c'est quelque chose, on pouvait installer un logiciel sur son ordinateur. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai découvert ça vers 2010. Je l'ai installé pendant 3 heures et j'avais un espèce de compteur qui me créait, si vous voulez, avec un petit logiciel, parce que je participais, j'avais des dixièmes ou des centièmes de Bitcoin qui étaient en train de s'accumuler sur mon ordinateur. Bon, malheureusement, cet ordinateur, c'était un vieil ordinateur, je l'ai perdu, je ne sais pas combien il y avait dessus. Il y avait certainement, peut-être il y avait un Bitcoin, finalement, en 3-4 heures. À l'époque, ça pouvait aller relativement vite, mais bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que aux alentours de 2010-2011, la première grande plateforme, et ça va être on va aborder ça dans notre troisième épisode, c'est lorsque, pour la première fois, une plateforme s'est créée pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'échangerait pas des bitcoins contre de l'argent? Voilà, alors jusqu'à cette période-là, le bitcoin n'a existé, je dirais de 2009 jusqu'à 2010-2011, n'a existé que comme une entité sans aucune valeur qui était finalement échangée par une bande de geeks de nombre très réduit, de gens qui étaient des aficionados de ce truc-là et qui s'amusaient sur leur ordinateur à accumuler un machin, si vous voulez, qui n'avait strictement ni aucune valeur et surtout aucune application concrète dans la vie de tous les jours. Alors, là où ça a commencé, c'est lorsque certains geeks ont commencé à dire tiens, je te fais un code, je te fais un petit logiciel, je t'aide sur tel projet. Allez, m'envoie pas d'euros, m'envoie pas de dollars, t'as qu'à m'envoyer 100 bitcoins. Voilà. Et là, du coup, sur certains petits projets très geeks, le bitcoin commençait à être échangé parce que ces gars-là avaient mis déjà de l'énergie dans ce réseau et probablement certains y croyaient très fort. Voilà pour l'arrivée du Bitcoin. J'espère que j'ai été clair. Là, dans l'épisode 3, on va passer à ça qui va s'intituler les plateformes d'échange, donc les premières applications dans la vie réelle. C'est là qu'on va voir comment le Bitcoin a commencé réellement à avoir une valeur et a commencé à s'échanger contre des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire nos fameux dollars, euros, yens, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, encore une fois sur le blog directement, cryptoparadise.consulting. N'hésitez pas à vous abonner sur le blog, vous cliquez sur subscribe tout en haut. Vous pouvez vous abonner directement à la chaîne YouTube également. Il y a aussi une page Facebook, Crypto Paradise Consulting. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois, je pense l'épisode 3 d'ici quelques jours, 3-4 jours. À bientôt.